Nous sommes le 16 mars 1979 et un album s'apprête à rentrer dans l'histoire de la musique. Cet album, c'est Breakfast in America de Supertramp. Dire que cet album est un succès est un euphémisme. Il remporte 2 Grammy, dont un pour sa pochette, qui, vous allez le voir, a donné lieu à quelques théories. L'album se hisse à la première place du Billboard 200 et de plusieurs classements européens. Il devient extrêmement populaire en France et encore aujourd'hui, c'est le 4e album le plus vendu de notre pays. Rien que ça. Breakfast in America devient le disque le plus vendu du groupe avec plus de 20 millions d'exemplaires écoulés. C'est la consécration d'années de travail et de galère. Et pourtant, cet album et la tournée qui l'accompagne marquent le début de la fin de Supertramp. Il ne faudra que quelques années avant que le cofondateur du groupe ne quitte la formation. À partir de là, commence une guerre froide entre les 2 principaux membres du groupe, mais aussi avec les autres musiciens. Cette guerre froide se finira entre autres au tribunal avec un verdict rendu seulement en 2024. Aujourd'hui, 42 ans après cette douloureuse séparation, une réunion du line-up original semble plus que jamais improbable. Mais alors, que s'est-il passé? Comment sont-ils arrivés à obtenir un tel succès? Puis pourquoi tout s'est-il arrêté? C'est ce que je vous propose d'essayer de découvrir dans cette vidéo. Là où beaucoup de groupes de musique se forment entre amis d'enfance, surtout à cette époque, ce n'est pas le cas de Supertramp. Les 2 cofondateurs du groupe n'ont pas du tout grandi ensemble et n'étaient pas prédestinés à se rencontrer. Rick Davies, lui, naît à Swindon en Angleterre. Très jeune, il apprend la batterie, instrument dont il tombe amoureux, puis le piano en autodidacte alors qu'il n'est encore qu'un adolescent. Il forme ses propres groupes ou rejoint des groupes existants de soul et de rock'n'roll et en grandissant, il devient le musicien de The Joint, un des précédents groupes de Noel Redding, un des bassistes du groupe de Jimi Hendrix. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule petite anecdote autour de personnes connues dans cette histoire. Ce groupe lui permet de voyager un peu et de rencontrer une personne importante pour la suite de l'histoire, Stanley, aussi surnommé Sam. Stanley, c'est un millionnaire néerlandais qui lui propose de monter un groupe. Il n'est pas musicien, mais il propose de l'argent à Rick pour que lui monte un groupe. Dit comme ça, un millionnaire que tu rencontres dans un pays étranger et qui te propose de te donner de l'argent, ça ressemble à une arnaque. Mais ce n'en est pas une. Tenté par l'opportunité de monter son propre groupe, Rick repart dans son pays d'origine, remotivé à l'idée de lancer un nouveau projet. Le problème, c'est que pour l'instant, il est tout seul. Alors, il poste une annonce dans un magazine spécialisé pour faire passer des auditions. Et c'est dans le cadre de ces auditions qu'il rencontre un profil très différent du sien, Roger Hodgson. Si Rick est né dans la classe moyenne et qu'il s'en est surtout sorti par ses propres moyens, en autonomie, Roger, lui, vient d'un milieu social un peu plus aisé. Mais à côté de ça, il a toujours fait de la musique. Il est principalement intéressé par la pop. Il compose ses propres morceaux très jeune sur sa guitare électrique, il commence à monter ou rejoindre de petits groupes de musique pendant son adolescence, comme Rick, jusqu'à auditionner dans une nouvelle formation, non pas celle de Rick, Argosy. Et dans Argosy, il y a Reginald Dwight, plus connu sous le nom de Elton John. Oui, au départ, l'un des premiers projets de Roger, c'est avec Elton John, à l'époque où Elton John, c'est personne. C'est un flop. Ça ne marche pas. En moins d'une année, le groupe se sépare. Mais Roger, pour lui, la musique est plus qu'une vocation. Alors, il n'abandonne pas et il repasse des auditions, notamment une audition trouvée grâce à une petite annonce dans un journal musical. Et c'est là que son destin croise celui de Rick Davies. Supertramp est né. Enfin, presque. À la base, Roger voulait être le guitariste de la formation. Mais un autre profil est arrivé, Richard Palmer, et Roger a donc accepté de devenir le bassiste plutôt que le guitariste. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais on y reviendra un peu plus tard. En attendant, la formation est au complet. Rick au clavier, Roger au chant et à la basse, Richard est à la guitare et Keith Baker est à la batterie. Et Stanley est au portefeuille. Direction le succès. Enfin ça, c'est ce qu'il devait penser. Sauf que ça ne va pas du tout être le cas.
Musicalement, cet album n'a pas grand-chose à voir avec ce qui fera le succès de Supertramp. C'est le seul album qui a été composé par 3 personnes, Rick, Roger et Richard, puisqu'après ce premier projet, Keith et Richard vont partir. Roger va donc pouvoir reprendre le rôle de guitariste qu'il voulait à la base. Mais surtout, le départ de Richard cristallise quelque chose de très important. Le duo entre Rick et Roger est le cœur du groupe. La formation joue timidement ses premiers festivals sur de petites scènes, mais surtout s'attaque à la composition de son deuxième album avec de nouveaux membres au sein du groupe. Mais je ne vais pas vous les présenter, parce que vous allez vous attacher et spoiler, ils vont partir. Ils vont partir très très vite. Je vous évite une peine de cœur. Et ce deuxième album, il ne marche pas. Et là, il y a beaucoup de problèmes. Déjà, Stanley, il est un peu découragé. Il a financé tout le matériel du groupe et les enregistrements. Il leur a permis durant ces dernières années de vivre de la musique à plein temps, de ne faire que ça. Et là, aujourd'hui, il n'a pas de retour sur investissement. Donc, il arrête de les financer. Par chance, il leur laisse malgré tout le matériel et ne leur demande pas de rembourser quoi que ce soit. Dans le même temps, comme je vous le disais, tout juste arrivé, les nouveaux membres qui ont intégré la formation vont partir. Et globalement là, Roger et Rick, ils sont un peu chafouins. J'adore ce mot. Heureusement, leur route va croiser celle de Dougie Thompson. Dougie Thompson, il devient non seulement le nouveau bassiste de la bande, mais aussi le motivateur des troupes, et même sur une très courte période de temps, leur manager. Grâce à lui, Rick et Roger retrouvent un peu de motivation et font passer d'autres auditions. C'est là qu'ils embauchent John et Bob. Là, ça y est, vous pouvez vous attacher parce que cette formation va durer. En tout cas, plus longtemps que les précédentes. Pour enchaîner sur les bonnes nouvelles, le contrat du groupe, qui avait une maison de disques en parallèle de Stanley, se voit renouvelé. Le groupe peut donc composer son 3e album. C'est pour eux l'album de la dernière chance. Si celui-ci échoue, ce n'est vraiment pas dit qu'ils continuent ensemble. Heureusement pour eux, ils ne vont pas échouer. Roger et Rick savent qu'ils doivent faire évoluer le son de la formation s'ils veulent arriver à quelque chose. Le nouveau groupe s'enferme donc un peu loin de tout pour apprendre à mieux se connaître et pour travailler sur l'album. Le duo Rick et Roger est très particulier. Ce sont 2 personnes très différentes au niveau de leur conception de la vie, de leurs désirs, de leur caractère et de leurs inspirations musicales. En réalité, ils composent majoritairement chacun de leur côté. Mais ils partagent quand même une certaine vision de la musique. Ils arrivent notamment ensemble à s'accorder sur une ligne directrice pour créer un album cohérent. Et cet album cohérent, c'est Crime of the Century. Et ça fonctionne. Cet album, c'est le moment où Supertramp devient un groupe reconnu, particulièrement en Europe. L'album rencontre son public au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne, où l'album intègre le top 10. Au-delà des ventes, il est extrêmement bien reçu par les critiques et par le public européen et canadien, un animateur de la radio canadienne CBC le qualifiant même de 10e meilleur album de tous les temps. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. L'album fait une petite percée aux États-Unis. Vous le savez, le marché de la musique américain, il est très différent de celui de l'Europe. Il est plus dur pour des Européens à pénétrer, mais aussi c'est indispensable pour devenir un groupe vraiment mondial. Dans le cas de Crime of the Century, c'est pas la percée absolue. Mais l'album intègre quand même le Billboard 200 à la 38e place. Et là, la maison de disques A&M se dit: c'est le moment. Il faut capitaliser sur ce succès, il faut que le groupe donne tout, qu'il arrive avec un 4e album solide et qu'on renforce la promotion sur le marché US. Alors que le groupe est en tournée pour défendre Crime of the Century, A&M pousse le groupe à enregistrer le plus vite possible l'album suivant. La formation n'a d'autre choix que de s'exécuter et c'est dans ces conditions que naît l'album Crisis What Crisis qui sort en 1975. Et c'était peut-être, après coup, une assez mauvaise idée d'aller aussi vite. Non seulement la majorité des membres du groupe n'aiment pas l'album final, ils n'ont pas pris de plaisir à le faire, ils le considèrent bâclé, mais en plus, l'album censé consolider leur premier succès ne fonctionne pas plus que ça. Ce n'est pas catastrophique, mais ça ne valait probablement pas le rush. Ils sont au maximum 44e dans le Billboard 200 et 20e dans le classement du Royaume-Uni. Mais c'est pas grave, le groupe, toujours sous pression, enchaîne sur la composition du 5e album, enregistré et mixé entièrement aux États-Unis, où les membres du groupe résident à présent, dans l'espoir toujours de conquérir le marché US. Et avec l'opus suivant, qui sort en 1977, ils vont s'en rapprocher.
Ce disque est le premier à être certifié or aux États-Unis et la tournée de concert qui suit rencontre pas mal de succès. En soi, là, Supertramp est dans une position assez satisfaisante. Vous connaissez la difficulté pour les groupes européens de se faire à la fois une place en Europe et à la fois une place aux États-Unis, et là, le groupe a réussi la prouesse de le faire. Il pourrait s'arrêter là et rien que maintenir ce niveau de succès serait très respectable. Mais c'est pas ce qui va se passer. Le groupe a un rythme assez soutenu. Ils sortent un album, partent en tournée, composent un nouvel album, le sortent, puis recommencent, tout ça sur une période de seulement 2 ans. Et c'est ce qu'ils vont continuer à faire pour leur 6e album, qui sort donc en 1979, et qui se nomme Breakfast in America. Cet album va faire d'eux des légendes, ni plus ni moins. Inutile de vous rappeler les chiffres de l'intro. Breakfast in America est un raz-de-marée pour le groupe. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, la pochette de l'album donnera lieu 22 ans plus tard à une théorie du complot. La théorie suggère que les attentats du 11 septembre 2001 étaient un complot des francs-maçons et qu'ils l'avaient annoncé entre autres par la pochette de Breakfast in America. Le P et le U retournés feraient 9-11 et le titre de l'album ferait référence au fait que les attaques auraient lieu le matin près des 2 tours représentés sur la pochette. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Avec ce succès, le groupe embarque sur leur plus grande tournée après avoir vendu plus d'exemplaires de leur album que jamais et d'être devenus littéralement des sensations mondiales. De loin, Supertramp se porte mieux que jamais. Sauf qu'en interne, l'ambiance est tout sauf au beau fixe. Comme je vous le disais au début de la vidéo, Roger et Rick ont des visions de la vie et des inspirations musicales très différentes. Si, notamment lors de la composition de Crime of the Century, les deux arrivaient à communiquer, plus le temps passe, moins c'est le cas. Chacun compose de son côté, mais avec des inspirations de plus en plus divergentes et des envies musicales de plus en plus différentes. Même si le succès de Breakfast in America va paradoxalement encore plus les éloigner, la rupture entre les deux a été lente et progressive. C'était comme un poison qui s'immisçait doucement au sein du groupe. Et ce poison est en train de faire effet. Le succès de Breakfast in America marque officiellement le début de la fin. La maison de disques demande aux membres de ressortir un album alors même que le groupe est en pleine tournée et rempli des stades. Supertramp sort donc un album live pour tenter de satisfaire la maison de disques, mais ils sont épuisés. 3 ans plus tard, ils sortent malgré tout un nouvel album studio, Famous Last Word, et le titre de l'album est très fortement prémonitoire. Roger et Rick ont chacun acheté leur studio, l'un à la campagne, l'autre à la ville, et les deux n'ont pas du tout la même vision de cet album. L'un le veut pop, l'autre le veut plus rock progressif. Le management a été repris par les femmes de Rick et Roger, qui, elles non plus, ne s'entendent pas. Roger s'est rapproché de la spiritualité et Rick n'est pas du tout en accord avec cela. Il refuse d'incorporer ce genre de thème dans les albums du groupe. Tout ça s'accumule et finit par exploser. En 1983, c'en est trop pour Roger. Le cofondateur quitte officiellement le groupe. Mais Rick, lui, n'abandonne pas. Sans la présence de Roger, il n'est musicalement plus bridé, il peut donner au groupe la direction qu'il souhaite et il ne va pas s'en priver. Fin des années 80, le groupe amputé de Roger sort 2 albums se rapprochant du rock progressif que souhaitait Rick. Ce sont de bons albums, bien reçus par la critique et par le public, mais qui ne se vendent largement pas autant que Breakfast in America, ni même que les albums l'ayant précédé. Mais pendant ce temps, Roger, lui, s'épanouit de son côté. Il sort son premier album en 1984, composé avec toute une nouvelle équipe musicale. L'album rencontre un certain succès, il entre dans les classements de pas mal de pays, et c'est plutôt un bon début pour une carrière solo. En dehors de ça, sa vie de famille et sa spiritualité prennent de plus en plus de place, et il trouve un certain équilibre dans sa nouvelle vie sans Supertramp. Il met du temps à vraiment revenir sur scène, il ne fait des concerts qu'à partir de 1999, année qui précède la sortie de son 3e album, Open the Door, enregistré majoritairement avec des musiciens français, coproduit par un producteur français et enregistré près de Nantes. Et sur le papier, une réunion, ne serait-ce que sur scène, ne paraît pas complètement impossible. En effet, en 1993, Rick et Roger se sont retrouvés dans une cérémonie privée et ont joué sur scène 2 morceaux de Breakfast in America. Ils auraient même collaboré sur 2 démos, finalement bloquées par leur management respectif. Ça ne paraissait pas si improbable qu'on revoie un jour le duo sur scène ou qu'on les entende de nouveau. Mais autant vous dire que les espoirs sont fortement annihilés par ce qui va suivre. Déjà, Roger
a quand même un petit peu la haine. Depuis son départ, le groupe continue sporadiquement de faire des tournées. Et selon Roger, il y avait un accord entre eux pour que seules les musiques écrites par Rick soient jouées sur scène lors des concerts du groupe. Or, Rick n'a pas du tout respecté cet accord. Il a même embauché un chanteur avec le même timbre de voix que Roger, à tel point que certains spectateurs pensaient que c'était Roger sur scène. Malgré ça, Roger a tenté de demander au groupe de venir sur quelques dates de la tournée en 2010, ce que Rick a refusé. Ils ne réapparaîtront jamais ensemble, et ça, c'était avant le procès. Là, on parle de Rick et Roger parce que ce sont les membres qui ont fondé le groupe, mais la formation, à son pic et pendant quasiment toute son existence, c'était Rick, Roger, Dougie, John et Bob. Et ben, Dougie, John et Bob, ils attaquent Roger en justice. Les trois musiciens touchent depuis le début du groupe des droits sur les compositions. Sauf que ce n'est absolument pas eux qui ont écrit les musiques. Cet accord avait été conclu parce qu'à l'époque, le groupe était en difficulté financière. Ils devaient rembourser l'avance à leur label et ne faisaient pas encore de profit. Alors Roger leur avait cédé une partie des droits. Sauf que fin des années 2010, Roger finit par arrêter de les payer. Parce que ça y est, tout le monde est bien financièrement, il n'y a plus de raison de céder les droits de quelque chose qu'il a composé. Sauf que Dougie, John et Bob, ils sont pas d'accord avec ça. Alors, ça se termine au tribunal. Parmi les raisons invoquées par Roger concernant la coupe des redevances arrivée tard par rapport à l'aisance financière du groupe, il a déclaré que l'une des raisons qui l'avait poussé à le faire était qu'il savait que Supertramp était terminé pour toujours. Roger va gagner le procès, les juges considérant que c'est normal qu'il récupère ses droits. Et pour l'anecdote par contre, il s'est vu refuser de jouer de la guitare au tribunal parce que, je cite, c'est pas MTV Unplugged. Il voulait prouver que c'était bien lui qui avait composé, mais les juges l'ont rembarré en lui disant que ce n'était pas ça le sujet du procès. Personne ne remettait ça en question. Mais ne rigolez pas, parce que Ed Sheeran a gagné un procès en jouant de la guitare dans un tribunal. Ça doit être l'endroit le plus étrange pour faire de la musique. Aujourd'hui, même s'il ne faut jamais dire jamais, les espoirs de réunion semblent assez faibles, notamment entre Rick et Roger. Deux musiciens que tout séparait depuis le départ, mais qui ont quand même réussi un groupe mythique de l'histoire de la musique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai appris 2-3 petites choses sur le groupe et sur Breakfast in America, et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. C'était Lovie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.